Bien, bonjour. Je vais vous présenter cette contribution au webinaire sur la redirection écologique qui s'intitule Protocole de renoncement, avec un sous-titre qui fait référence à deux points importants de cette proposition, qui est d'abord la question de l'anthropologie du projet et la question de la redirection écologique. Un point important aussi et préalable et de dire que cette présentation fait écho, prolonge une présentation que vous pouvez trouver dans des vidéos sur cette chaîne et qui a trait à la question de l'ingénierie de la fermeture ou du closing design, comme je l'ai proposé d'appeler. Il y a pas mal de choses qui sont donc en dialogue avec ce qui a été dit précédemment. Ce projet, cette contribution autour des protocoles de renoncement, s'inscrit dans un projet plus vaste de recherche et d'enquête que nous menons avec les collègues d'Origins Media Lab et en particulier Alexandre Monin et Emmanuel Bonnet autour donc du projet Closing Words et qui regroupe un peu pas mal de contributions que vous allez retrouver dans ce webinaire. Alors, on va essayer de questionner, de problématiser la question du renoncement face à l'urgence écologique, face à l'anthropocène, euh, en essayant de partir d'une enquête, en essayant de partir de données qui sont partielles, qui sont toujours en cours, mais qui indiquent quand même un certain nombre de tensions sur la relation que l'on peut avoir entre projection, innovation, action publique, organisation et l'écologie. Et la question écologique, la question de l'anthropocène. Cette présentation va s'articuler autour de 4 points. Le premier point est lié à ce que je propose d'ouvrir comme réflexion sur l'anthropologie du projet, ou plutôt une anthropologie des formes projectives que les collectifs au sud comme au nord peuvent avoir dans la manière de projeter leur action sur le monde. Et la deuxième partie, on va se concentrer plutôt sur la question du capitalisme, comment il ouvre ou ferme des mondes, comment le capitalisme renonce à certaines choses dans son activité, on va dire technique, quotidienne, institutionnelle également, et comment justement bien retracer ce qui est de la question de l'ouverture, c'est-à-dire la projection, l'innovation, la fabrique de projets, la fabrique de nouveaux horizons projectifs, mais aussi la question de comment, déjà dans le capitalisme, il y a une composante de fermeture qu'on va essayer de bien cerner, de bien qualifier, et qui est importante également à expliciter si on veut vraiment s'attaquer à la question du renoncement. La troisième grande étape de cette réflexion va s'attaquer à véritablement rentrer dans le vif du sujet sur comment les organisations actuelles négocient l'irruption de l'anthropocène, comment stratégiquement cela bouleverse leur projection, leur manière de voir le futur et l'action dans laquelle ils s'inscrivent. Alors avec une distinction qu'on va faire entre bien sûr transition écologique et redirection écologique, mais surtout entre les formes de projection des organisations publiques et privées face à l'anthropocène. Et la dernière, justement, la dernière partie, sous forme de grande conclusion, va s'atteler à essayer de trouver un petit peu les grandes lignes de ce que les protocoles de renoncement aujourd'hui expérimentés par un certain nombre de collectifs, là aussi au nord comme au sud, peuvent proposer comme grande ligne directrice et cela va permettre de bien saisir
ce qui fait contrainte, ce qui met en tension les protocoles de renoncement vis-à-vis de leur horizon de possibilités. Voilà. Donc, je vous propose déjà de démarrer à partir d'une remontée de données sur le terrain que je suis en train de mener sur différents types d'organisations ou d'institutions publiques. Et donc, je voudrais un petit peu vous donner un aperçu de comment les acteurs réagissent face à la question du renoncement, notamment la question du renoncement vis-à-vis de la question écologique. Un exemple, c'est tout simplement, par exemple, dans une entreprise, une grande entreprise industrielle du CAC 40, où il y a un grand projet de robotisation de l'ensemble de la ligne de production, et une personne qui était quand même sur le devant de la scène dans ce projet de robotiser l'ensemble de la ligne de production, me dit il y a ici personne que je connais qui comprenne une telle politique, c'est anti-écologique et anti-emploi. Et ce qui était intéressant dans ce dialogue qu'on avait entrepris, c'est qu'il essayait de démontrer que la robotisation était un projet qui justement venait de la direction, un projet stratégique important. L'ensemble de l'entreprise était guidé par un projet qui devait assembler à la fois tout le monde et un grand nombre de ressources et de dispositifs et de moyens techniques. Et justement, ce qu'il expliquait, c'est que lui, en tant que pourtant grand manager d'une ligne de production, il ne comprenait pas cette décision et il essayait de suggérer que cet agir projectif, cette manière d'ouvrir les horizons d'innovation, de production, de projets technologiques, était en fait non questionnable. C'est-à-dire qu'il y avait un caractère comme ça naturel, naturalisant, qui faisait que on passait d'une technologie à une autre sans trop se poser la question, comme s'il y avait une force de gravité qui attirait l'ensemble une force d'attraction qui attirait tout vers cette accumulation d'innovation. Et justement, en fait, dans leur intimité, ces managers montrent bien qu'il y a, en fait, dans les organisations actuelles, une vraie contestation, certes très silencieuse, mais une réelle contestation. On va trouver la même chose dans des entreprises comme de la haute technologie, chez Orange, dans les banques, bien évidemment. C'est pas des cas de figure proches des lanceurs d'alerte, bien évidemment, mais c'est plutôt voilà des personnes qui, dans leur rationalité intime, on pourrait qualifier une rationalité intime, ils savent bien, ou en tout cas ils disent que ce type de décision stratégique est absolument contraire à la marche de ce qu'il faut faire d'un point de vue écologique. Un autre exemple de verbatim, c'est un échange que j'ai eu il n'y a pas très longtemps avec un directeur d'une métropole, d'une communauté de communes, et qui me dit la chose suivante: prenons juste un exemple simple. On sait que dans notre région, très touchée par la sécheresse, entre parenthèses, on devrait renoncer aux piscines individuelles. Il dit, c'est le bordel, comment tu fais? Des dossiers comme celui-là, je t'en trouve 1000 en 10 minutes. Et cette discussion était assez intéressante parce que il essayait de montrer à quel point, d'un point de vue technique et d'un point de vue également des institutions démocratiques qui peuvent soutenir l'action des protocoles de renoncement, c'était compliqué d'imaginer des trajectoires autres que celles que nous sommes en train de suivre dans le business classique, on va dire, ou dans la marche courante des affaires publiques, en l'occurrence ici, qu'il y avait un certain nombre de contraintes donc qui ne permettaient pas de pouvoir migrer vers un autre paradigme. Et donc ce type de résistance, on le voit très souvent apparaître dans les organisations privées,
bien évidemment, mais aussi dans les institutions publiques, où, comme le dit cet individu, il y a une infinité de dossiers, les piscines, le glyphosate, le réaménagement urbain, les grands stades, les grands projets d'investissement, on verra plus tard, les grands projets de culturels, etc., etc. Donc on a comme ça des milliers de dossiers qui sont en attente d'un questionnement, on va dire, ou d'une mise en adéquation vis-à-vis des problématiques écologiques et climatiques. Et parallèlement, j'ai eu un entretien il n'y a pas très longtemps non plus avec un maire d'une ville moyenne de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, et qui me dit je ne renoncerai à rien, un maire est là pour répondre aux demandes sociales. Et là, c'est très intéressant parce qu'il montrait bien que son action était pas fondamentalement annexée aux questions des limites planétaires ou de la biodiversité ou du climat, mais qu'il y avait un paradigme fondamental qui déterminait l'horizon projectif et son action, qui était la notion de demande sociale. Et notamment, il insistait pour dire que s'il y a une demande sociale, il faut bien répondre à ces questions-là, un peu comme si la politique en fait répondait à un marché de la demande sociale, et que lui, il était là pour répondre à ces demandes sociales, et bien évidemment pas aux demandes, on va dire, des autres actants de, sur Terre. Bon, je vais revenir là-dessus, mais c'est un point quand même qui est important. Les temporalités démocratiques et les temporalités écologiques nous dit aussi d'autres informateurs, sont incompatibles et empêchent clairement de renoncer au business as usual. Et donc ici, la question qui est soulevée est vraiment de savoir est-ce qu'on a les moyens démocratiquement de supporter un protocole de renoncement, en tout cas de mettre en place des politiques écologiques basées sur des fermetures, sur des renoncements, sur des arbitrages très forts vis-à-vis du climat et de l'écologie. Et c'est une vraie question, parce que effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui, à la suite de la situation des Gilets jaunes et surtout la réaction populaire qu'il y a eu face à l'augmentation du prix du diesel, par exemple, ou du prix des énergies fossiles, voilà, démontrent bien, veulent montrer en tout cas qu'il y a une tension fondamentale entre les temporalités démocratiques, les possibilités démocratiques et l'urgence écologique et climatique. Et surtout, voilà, beaucoup de personnes vous disent, imaginez ce que ça donnait avec une politique de désincitation par les prix euh, avec un objectif écologique, alors que ce que deviendrait la situation politique avec des protocoles de renoncement, où là il faudra arbitrer par d'autres mécanismes que ceux des prix. Alors tout ça, ça met quand même pas mal de questions sur la table. Déjà ce que l'on entend par renoncement, ce que l'on entend par contrainte, par système de contrainte, ce que l'on entend aussi par temporalité, à quel type de temporalité doit s'annexer un protocole de renoncement. Ça fait référence aussi à toutes les tensions qui existent du simple fait que notre Terre est peuplée en fait de ces entités euh, comme les piscines individuelles, mais comme le dit, il y en a 1000 autres en 10 minutes qui peuvent être trouvés. Donc tous ces dossiers écologiques et qui sont infinis, quoi. Donc il y a une vraie tension là-dessus. Et bien évidemment, la, la capacité technique, juridique, démocratique, donc toutes ces compétences, tous ces éléments concrets qu'il va falloir préciser si on veut véritablement basculer vers une autre phase de la question de la transition, qui est celle de la transition anthropocénique ou de la transition en termes d'arbitrage ou de renoncement. Donc ça, c'était juste pour poser un petit peu le débat. Commençons donc par la question de
de l'anthropologie du projet, parce que tout simplement, avant de préciser la question des protocoles de renoncement, je pense qu'il est important de questionner, c'est un peu l'issue qu'on avait laissée la dernière fois dans une autre vidéo que nous avons fait pour la conférence organisée par Guillaume Blum à l'université de Laval, qui est la question de l'anthropologie du projet ou de l'anthropologie des formes projectives. Et donc ici, cette question est importante parce que justement, dans les terrains que je suis en train de réaliser, il y a bien une indication, une suggestion qui, qui renvoie à cette idée que les acteurs commencent à questionner le fait que derrière l'impossibilité de déclencher de vraies politiques écologiques, il y a une impossibilité conceptuelle qui est liée au fait de ne pas pouvoir penser autrement que par le projet, c'est-à-dire par l'ouverture de monde, c'est-à-dire par la projection d'un certain nombre d'actions, de mise en musique d'un certain nombre de moyens techniques dans le but de ouvrir des choses, ouvrir des projets, ouvrir des innovations, ouvrir des objets, créer des objets, faire advenir des choses plus exactement. Et bien évidemment, cela renvoie à la question euh, que j'ai placée ici dans le petit carré. Est-ce que le projet, la notion de projet, est-il un invariant anthropologique? Est-ce que c'est quelque chose que l'on va retrouver dans toutes les sociétés, dans tous les collectifs, sachant qu'effectivement, c'est un peu ce que le terrain commence à dire, y compris dans un terrain purement occidental, naturaliste, d'ailleurs entrepreneurial même, où justement il y a un doute qui s'est installé vis-à-vis de cette question. Alors, on peut, je suggère donc de répondre, ou en tout cas de, de travailler cette question à partir de deux sous-questions, de deux controverses. Comment les collectifs occidentaux, entre guillemets, modernes ou non modernes ou non occidentaux renoncent-ils à des projections? Et quelle est la cosmologie projective du développementisme? En me fiant à cette notion qui a été pas mal maintenant précisée par toute l'anthropologie décoloniale en Amérique latine, une anthropologie qui a essayé de décrire l'économie du développement, le développement économique, comme philosophie, comme technique politique, comme régime sémiotique également, comme projection publique, etc. Et donc je fais référence ici bien évidemment par exemple aux écrits d'Arturo Escobar qui a été quand même assez important dans cet éclaircissement sur les soubassements anthropologiques du développement, ce que j'appelle ici le développementisme. Parce qu'il y a bien cette idée-là, hein, la notion de projet qui serait un invariant anthropologique est liée quand même à la question de l'économie du développement, l'économie comme guidée par un agir de développementiste, un agir projectif basé sur le développement des sociétés, des individus, etc. Dans la présentation que j'avais faite, et c'est un livre que moi j'utilise beaucoup à la fois dans mes cours et à la fois dans mes recherches, c'est un livre de Claude Lévi-Strauss, Histoire de Lynx. J'ai oublié de préciser Claude Lévi-Strauss dans le PowerPoint, mais ce qui est intéressant dans Histoire de Lynx, c'est qu'il y a tout un passage à la fin du livre qui est assez connu et d'ailleurs qui ces derniers temps a suscité un certain nombre de controverses pour savoir véritablement s'il s'agissait enfin s'il s'agissait vraiment d'un invariant dans la cosmologie indigène en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Et dans l'histoire de Lynx, il y a cette idée que les cosmologies indigènes ne tendent pas à occuper toute la place cosmologique et qu'il faut laisser en tout cas une place importante à la cosmologie des autres, à la cosmologie de ceux qui ne sont pas encore venus,
de ce qui n'est pas encore advenu. Et donc ce sont des cosmologies qui laissent des places, qui ont des réflexes, on va dire, non expansifs. Ce sont des cosmologies que je propose d'appeler du coup non expansives, ou voilà, qui essayent qui n'essayent pas d'occuper toutes les places ontologiques, etc. Et ce sont des cosmologies avec des densités incertaines. Donc là, je renvoie quand même pas mal aux écrits de l'anthropologie latino-américaine de ces dernières années. Et par défaut, elles sont équivalentes. C'est-à-dire que il ne va pas y avoir, ou en tout cas c'est une suggestion qui est faite, il va y avoir bien évidemment des découpages importants, mais ces densités ontologiques, donc qu'est-ce que c'est qu'un être, qu'est-ce que c'est qu'une personne, une forêt, etc., vont tendre vers une certaine mise en équivalence, parce qu'il y a quand même un doute sur leur densité, leur propriété, etc. Bien évidemment, c'est pas dans toutes les cosmologies indigènes qu'on retrouve la même chose, mais d'une manière générale, je pense qu'on peut partir d'une hypothèse qui consiste à dire que euh, les cosmologies indigènes n'ont pas forcément cette prétention, cette capacité, en tout cas, à occuper toute la place cosmologique. Et à la différence de celle-là, dans les collectifs modernes, Quijano, qui a essayé un petit peu de décrire la cosmologie coloniale, euh, il a justement démontré que la cosmologie rationnelle moderne était étroitement liée à la cosmologie coloniale, donc une cosmologie de l'occupation, une occupation cosmologique où les densités sont beaucoup plus stables et par défaut euh, et, et, et par défaut hétérogènes. Donc ça renvoie justement à cette idée du naturalisme et sa capacité à créer comme ça des catégories entre sujet, objet, humain, non humain, culture, nature, culture, etc. Et bien évidemment, on pourrait là aussi, avec toutes les précautions qu'il faut prendre lorsqu'on essaye d'émettre ce genre d'hypothèse, parce que tout ça, bien évidemment, est mis à l'épreuve constamment par le terrain, mais le naturalisme, dans sa forme projective, dans sa forme cosmologique et projective, proposerait des schémas avec des densités plus stables et par défaut hétérogènes. Donc cette capacité que Quijano, cette intuition que Quijano a suggérée dans son fameux article sur la rationalité slash modernité slash colonialité, était de dire justement que la colonialité n'est pas simplement une affaire d'occupation matérielle du monde, d'intervention sur l'économie, d'intervention sur la disponibilité de ressources, sur la gestion des affaires économiques, etc. Bien évidemment, des affaires identitaires, etc. Mais il y a aussi une opération épistémique, quoi. Il y a une opération d'occupation épistémique. Et je pense que cette tension, elle est intéressante lorsqu'on se pose la question, est-ce que le propre de la nature humaine est de se projeter? C'est important parce que justement, si on veut répondre au management, si on veut répondre au monde des affaires, qui est quand même le monde important à faire atterrir, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, il faut essayer de démontrer que il y a d'autres manières de penser le monde, sa répartition, sa densité, et que finalement cette notion qui paraît être assez anodine, assez finalement bienveillante, celle du projet, elle peut expliquer un certain nombre de tensions que l'on va retrouver ensuite dans la question de l'anthropocène, et donc démontrer que pas tous les collectifs de la Terre pensent le monde à travers
de la projection, de l'initiative, de l'action, de la production, de l'occupation, etc., de terrain cosmologique, c'est un point important. Donc voilà, l'hypothèse que je voudrais partager, c'est justement qu'il y a d'autres manières de penser la mise en économie du monde, la mise en production d'un certain nombre de choses, qui soient différentes du paradigme de l'occupation cosmologique et de celle qui consiste à dire que le projet est la base la plus naturelle, l'ADN de l'être humain, et que justement il y a des tensions qui peuvent émerger de cette naturalité à penser le projet comme fondamentalement humaine, fondamentalement universelle, etc. Un point complémentaire à ça, c'est quelque chose que je suis en train d'explorer dans mes travaux sur l'ethnographie de la peur, parce qu'il y a, je pense, un point essentiel dans cette occupation non cosmologique ou une occupation non extensive des cosmologies indigènes, et qui consiste à dire, voilà, il y a des espaces dans lesquels on ne peut pas y aller, et bien évidemment, l'ethnographie de la peur est très intéressante. Je renvoie ici un certain nombre d'articles sur l'ethnographie de la peur. Par exemple, un numéro qui a été de terrain qui a occupé cet espace en 2004 sur la question de l'ethnographie et la peur. Et c'est très intéressant parce que souvent dans le monde du management, dans le monde des organisations, dans le monde industriel, lorsqu'on parle de limites, de contraintes, on va nécessairement basculer dans un langage de l'aversion, le risque, l'incertitude, la complexité, etc. Alors que la peur n'est pas l'aversion ni le risque, c'est autre chose. Ça a une anthropologie très spécifique, et c'est très intéressant de voir justement que la peur n'est pas forcément un objet sémiotique, langagier, mythologique du monde des organisations, du monde managérial, etc. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que à l'intérieur de cette ethnographie de la peur, il y a des cas très précis de situations où justement les collectifs ne vont pas avoir peur de subir des choses, mais par exemple, dans la contribution de ce numéro de terrain consacré à la peur de Luc Freeman, il explique comment dans certains collectifs, il y a une peur d'être le dominant. Donc une peur d'être justement l'acteur qui va occuper et qui va distribuer les densités cosmologiques, ontologiques du monde. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Il le dit de la manière suivante dans son introduction: ces histoires ne reflètent pas des préoccupations liées à un assujettissement post-colonial dû à la colonisation et à l'exploitation des corps, mais à la peur de pouvoir, à la peur du pouvoir et de la richesse acquis via l'éducation et la colonisation des esprits. Donc il y a des choses, il y a des rapports comme ça à la peur qui peuvent être intéressants lorsqu'on va essayer d'expliciter ce qu'est un renoncement, ou ce qu'est une, une représentation du monde parfaitement extensible dans laquelle on peut naviguer comme on veut, parce que voilà, le monde est à notre disposition. La première étape du renoncement, c'est de savoir justement si d'autres collectifs de par le monde, je pense qu'il faut se fier à cette hypothèse anthropologique, ne vont pas forcément aller dans des dimensions projectives et vont renoncer même à des domaines de projection. Pas tout peut être source de projet, pas tout peut être source d'entrepreneuriat, pas tout ne peut être un domaine de, de colonisation, bien évidemment, ni même de modernisation. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Maintenant, si on se déplace vers la cosmologie projective du développement, je pense qu'il faut se fier
et prolonger les travaux sur l'anthropologie du développement pour essayer de vraiment préciser cette question-là. Le développementisme, je suggère de le rattacher à cette idée importante qui est suggérée par Stengers, Isabelle Stengers, dans Cosmopolitique, dans ses travaux sur les cosmopolitiques, où rappelant la figure de l'entrepreneur décrite par Bruno Latour, l'entrepreneur, c'est celui qui fait proliférer les existants sans stabilité sans stabilité ontologique. Donc le développementisme serait en fait cette capacité du monde moderne, poussée un peu dans voilà, dans son paroxysme, mais aussi poussée dans sa manière de penser le monde à travers l'initiative économique, à travers l'initiative de l'innovation technologique et tout ça, et qui en fait renvoie à cette idée de faire proliférer, en fait, c'est une machine à proliférer les existants, les entités du monde, les objets, mais ces objets, justement, vont être dépourvus d'une stabilité ou d'une densité ontologique. C'est exactement, je pense, la situation actuelle, et je pense que là, va se loger, comme je l'ai déjà dit dans la présentation précédente, une vraie problématique écologique, ce qui consiste à pas juste pour faire proliférer les choses, mais proliférer sans aucune densité ontologique. Et ça fait des cosmologies très particulières, donc des cosmologies où il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entités, mais avec des existences, des densités d'existence très très petites, voire carrément sans existence au sens de l'intensité philosophique. Ça, c'est quelque chose qui est très proche de ce que Povinelli essaye d'expliquer lorsqu'elle elle propose cette anthropologie du néolibéralisme tardif dans ses écrits sur le Geontopower, et où justement elle explique que le néolibéralisme est une machine à dévitaliser le monde, est une machine ontologique de dévitalisation du monde. Et c'est bien évidemment l'intuition qui a mené Arturo Escobar des études en termes d'anthropologie du développement vers la question des ontologies et de la distribution des densités ontologiques du monde dans les années 80-90. Alors ce développementisme, il est important à comprendre parce que il est quand même à la base de ce que nous voulons essayer de, de penser à travers la question des protocoles de renoncement. Je renvoie ici à des travaux que j'ai fait précédemment sur les systèmes financiers. On considère, en tout cas d'un point de vue ethnographique, les systèmes financiers sont des systèmes de projection mythologique dans laquelle les acteurs vont pouvoir en fait faire advenir des futurs, des entités futures, des existences futures vers le présent. C'est ça la magie des systèmes financiers, du crédit, du financement, et qui est quand même au cœur du capitalisme, et qui consiste en fait à faire ramener des existants futurs vers le présent. C'est ça qui est quand même assez important. Et du coup, effectivement, quand vous avez un mécanisme dans une cosmologie comme la cosmologie occidentale, où qui permet justement de pouvoir faire ramener des choses qui n'existent pas encore et de les faire apparaître sans besoin d'un travail physique, d'un travail collectif, etc., mais tout simplement d'un artifice monétaire financier, bah ça oblige votre cosmologie à avoir une élasticité temporelle qui est quand même foncièrement adaptée à l'éclosion d'une anthropologie du projet qui soit extensive, occupationnelle, coloniale, etc., etc. Alors par contre, ce que je voudrais aussi préciser, c'est que dans cette figure que décrit Latour sur l'entrepreneur, c'est-à-dire cet acteur qu'il essaie de qualifier, repris par Stengers, comme
voilà un être qui se soucie peu finalement de la densité des choses, mais qui les fait proliférer à l'infini. Bien évidemment, l'entrepreneur, au sens cette fois-ci économique, gestionnaire, business school du terme, est une proie assez facile. Parce qu'effectivement, on peut dire, voilà, la Startup Nation est un univers, est une cosmologie qui fait proliférer des existences sans se préoccuper de leur densité ontologique ou de leur place dans le monde ou de leur responsabilité ou action, impact écologique, etc., etc. Mais on pense que justement dans cette chaîne à fabriquer des projets, l'entrepreneur n'est qu'un petit maillon, alors que justement l'ethnographie de l'entrepreneur montre bien que les protocoles de renoncement sont finalement assez pluriels dans l'univers de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup voilà, de choses auxquelles l'entrepreneur renonce, mais surtout que dans la fabrique du projet, il y a un tas d'autres institutions qui vont contribuer à cette ouverture systématique de monde. Bien évidemment la politique, et surtout la politique néolibérale, qui est là pour fabriquer des canaux de transmission et des facilités pour pouvoir faire proliférer les choses sans se soucier de leur densité écologique, ontologique, etc., politique. Le droit aussi, dans sa manière de s'annexer à des impératifs autres que celui justement des opérations du droit qui sont qui sont tournées vers la question des ontologies et de la capacité à pouvoir faire exister les choses dignement. L'art aussi, le design vont contribuer à cette cosmologie projective. Et donc, si on veut s'attaquer à la question du renoncement, on ne peut pas que s'attaquer aux managers, aux gestionnaires, aux entrepreneurs, mais aussi, bien évidemment, aux designers, aux artistes, parce que eh bien, la politique, le droit, les juristes, parce que toutes ces disciplines, tous ces champs, tous ces champs d'intervention vont eux aussi contribuer à ouvrir le monde. Parce que ce qu'on essaye de démontrer, c'est qu'il ne suffit pas juste de créer des objets ou de euh, s'inscrire dans des fichiers d'entrepreneuriat, d'entreprise, de création d'entreprise ou de brevets, etc., pour ouvrir des mondes. Le fait ne serait-ce que de pouvoir euh, se donner la possibilité d'occuper des places cosmologiques, c'est déjà un, un point qui canalise en fait les choses dans ce sens-là. Alors, deuxième partie, du coup, comment le capitalisme ouvre et ferme des mondes. Alors là, cette question, elle est quand même assez importante. Et, euh, et là aussi, on va partir de verbatim de terrain. Et donc là, c'est un manager d'une grande entreprise industrielle qui me dit la chose suivante: la réorganisation de l'entreprise, son recentrage stratégique, le découpage des segments, l'organisation industrielle s'est faite comme d'habitude à partir de la matrice McKinsey. Alors, cette matrice McKinsey, moi j'en avais entendu parler quand j'avais fait mes études, c'était quand même un outil de gestion et de pédagogie assez utilisé par les étudiants et par les profs, bien évidemment, dans les cursus d'économie, gestion, etc. Mais voilà, je ne connaissais pas sa capacité performative à être utilisée dans les milieux industriels. Et donc il dit, c'est un outil qui marche très bien pour recentrer l'organisation, c'est un outil qui, euh, qui permet de bien classifier, segmenter, et ça permet de bien découler les missions de chaque acteur, de chaque unité de production. Et c'est une matrice qui permet aussi de parler un langage commun. Euh, il, il dit ensuite, ces dernières années, on a développé trop de projets sans ancrage business. On n'arrivait plus à retrouver le client dans notre organisation. C'est un bâtiment assez ésotérique,
très intéressant, on le voyait plus. La nouvelle matrice oblige à une sobriété, une rationalité équitable, je dirais, etc. Donc, pas mal de choses qui sont quand même hyper importantes à mon avis pour bien comprendre comment le capitalisme ouvre et ferme des mondes. Et justement, je me suis mis à essayer d'explorer comment le capitalisme ouvre et ferme des mondes à partir de ces suggestions qu'ont proposées que ces informateurs. Et donc, je me suis replongé dans cette fameuse matrice de McKinsey, qui est un outil très performatif pour les organisations industrielles, comme on vient de le dire. Et donc, dans cette matrice, il y a deux axes qui sont importants. Le premier axe qui est ici, qui est celui de l'attraction, le market attractiveness, donc c'est un peu la capacité du marché à être attiré par vos produits, et la position concurrentielle de l'entreprise, donc la position vis-à-vis des concurrents sur un marché. Et ce qui est très intéressant avec cette matrice de McKinsey, c'est qu'effectivement, comme le suggérait nos collègues, il y a une notion de recentrage, une notion de voilà, il y a un pilotage de la stratégie d'une organisation, d'une entreprise, sur la base d'un certain nombre de choses, euh, selon si l'entreprise a une position compétitive forte ou faible, selon sa capacité à être attractive vis-à-vis d'un marché, etc., etc. Et donc, dans cette matrice, vous voyez, il y a pas mal de choses. Si la position compétitive, concurrentielle est forte et que le marché est très porteur, bah là, il faut vraiment protéger à tout va son marché. Il faut investir au maximum pour grandir, pour être leader sur ce segment, parce que il est vraiment au carrefour de l'excellence industrielle. Ensuite, il y a des cases où on va essayer d'investir pour maintenir une place quand même de leadership, une autre qui va être plutôt d'investir sélectivement, d'autres qui permettent justement, par exemple, quand le marché est relativement faible, faiblement porteur, en faible développement, et que pour autant la firme est quand même dans une position concurrentielle forte, bah, c'est quand même une vache à lait. Donc ça permet de protéger un segment et de générer pas mal d'argent avec ça. Donc etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une palette de la projection dans cet outil qui est très intéressant et qui dit quelque chose sur la cosmologie des modernes dans leur manière de produire du futur, de produire de l'action, des projets, etc. Donc cette palette de la projection nous suggère des mots tels que protéger quelque chose, on protège une position sur un marché, on construit, on investit sur des segments, on va manager sélectivement certaines choses, on va construire sélectivement d'autres, on va se concentrer sur certaines choses et pas sur d'autres, on va se maintenir sur certaines choses où on est plutôt faible, mais malgré tout, où on peut relativement pouvoir exploiter un certain nombre de segments économiques. On va limiter certaines choses, limiter l'expansion par exemple dans ce segment-là. Donc là, il y a déjà une petite forme de mise en limitation de la cosmologie. Et enfin, toute petite, quand vraiment le marché est très faible et quand la position concurrentielle est très faible, bah là, il faut renoncer. Il faut désinvestir, etc. Donc la notion de renoncement occupe une toute petite place, une toute petite fenêtre dans l'univers projectif des organisations industrielles. Et ça, c'est pas juste un outil de gestion pour profs en école de management, c'est quelque chose qui guide les stratégies des entreprises, qui a une action tangible sur le monde, qui va en fait canaliser des moyens techniques, des moyens financiers, des innovations politiques et juridiques. C'est quelque chose qui va conditionner un certain nombre de choses, va créer des irréversibilités dans le monde actuel.
Alors, ce qui est également intéressant, c'est que les entreprises aujourd'hui sont conseillées dans leur politique de séparation ou de renoncement. Et donc, on le voit ici avec cet extrait que j'ai fait et auquel je faisais déjà allusion dans notre présentation, et qui est en fait la proposition que fait Ernst Young, donc ce fameux cabinet de conseil mondial, hein. Et ils ont toute une section très très intéressante, très importante consacrée au désinvestissement et à ce qu'ils appellent le separation planning, donc la planification stratégique de la séparation, et qui explique comment on peut stratégiquement penser le désinvestissement, le renoncement, donc qui se spécialise concrètement sur cette petite case cosmologique que nous avons identifiée préalablement. Et donc, par exemple, ils définissent cette chose-là de la manière suivante. Le Separation Planning and Execution. We support the development and execution of separation plans to minimize the disruption to the ongoing business and disentangle complex areas, including customers and contracts, legal entities, IT infrastructures and applications, supply chain and human resources. Donc il y a un vrai accompagnement dans la séparation, dans la fermeture, dans le renoncement. Et donc le capitalisme donne une place. Mais effectivement, on comprend très vite à la lecture du rapport, mais c'était quelque chose d'assez facile à deviner. Bien évidemment, cette stratégie de désinvestissement, elle est guidée par un impératif qui est celui de reconcentrer la firme sur des impératifs de marché, sur en fait des positions d'exploitation d'une ressource ou autre. Ils le disent bien ici, hein, la stratégie de désinvestissement, c'est vous aider à mettre en place, à développer une stratégie de la séparation et un roadmap qui vous permet de vraiment considérer votre approche focus marché, et bien évidemment de pouvoir accompagner tout ce qu'il faut accompagner d'un point de vue technique, hein, d'un point de vue ressources humaines, comptabilité, design organisationnel, la relation client, etc. Afin que, et même les systèmes d'information, afin que cette transition vers le renoncement puisse se faire de manière assez facile. Donc le capitalisme est déjà bien équipé pour cette ingénierie de la fermeture, bien évidemment, dans des paradigmes qui sont pas du tout ceux qui nous intéressent ici, mais il y a quand même quelque chose à considérer dans cette manière de finalement donner une place à la fermeture. Donc le capitalisme, c'est fermé. La question est de savoir si c'est une bonne fermeture, si c'est la fermeture que l'on veut ou pas. Alors, pour les organisations publiques, il y a quelque chose de très important aussi à considérer, c'est comment en fait la décision publique se fait. Là aussi, j'ai initié une détection de la cosmologie projective des organisations publiques à travers un certain nombre de terrains et d'interactions avec des élus locaux, avec des gestionnaires de projets publics, avec des directeurs ou des sous-directeurs de communautés de communes, etc. Et donc, moi, j'ai essayé de combiner tout ce que on m'a dit et pour essayer un peu de penser cette même type d'outils performatifs, en tout cas, comment les acteurs des décisions publiques raisonnent lorsqu'ils décident de faire quelque chose, lorsqu'ils décident d'ouvrir des mondes, de faire des projets, de construire des trucs, etc. Et là, il y a deux axes qui me sont clairement apparus, le premier, c'est le paradigme de la demande sociale. Est-ce qu'il y a une demande sociale? Est-ce qu'il y a une demande électorale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est attendu par une population, un collectif, etc. Et de l'autre, il y a un autre paradigme qui est important, s'est beaucoup développé ces dernières années dans les organisations publiques, qui est le paradigme de l'attractivité. Pour être une région, une métropole, une ville qui existe au XXIe siècle, il faut être attractif. Donc finalement, ces deux paradigmes vont se recouper
Et si on prend au sérieux ces deux éléments, on peut dessiner un petit peu les mêmes types d'univers projectifs qu'imagine